Et notre invité donc aujourd'hui, en ce jeudi, Jean-Pierre Gollard, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat. Bonjour. Mais bonjour à vous tous. Alors on va d'abord dire un petit mot sur l'actualité, on en a déjà parlé avec vous, le retour sur cette affaire qui secoue un petit peu toute la France en ce moment, cette fameuse affaire du braqueur de Nice, que l'on appelle comme ça, où ce bijoutier qui venait de se faire braquer a tiré sur un jeune homme de 19 ans, a fini par le tuer. C'est symptomatique selon vous un petit peu de l'insécurité des commerçants, des artisans dans ce contexte économique compliqué? Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a un problème d'annonce. Je ne sais pas, mais à certaines époques, il devait y en avoir, je dirais pas autant, mais il devait y en avoir et on en parlait moins. Et à l'heure actuelle, on en parle parce qu'effectivement, il y en a quand même de plus en plus, même si on a tendance à dire que ça a baissé, mais alors ça veut dire que l'année dernière, il y en avait encore plus et qu'effectivement, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas trop par rapport à une forme de légitime défense, c'est un grand mot, et puis les barrières de la légitime défense, et Dieu sait si je connais ce problème-là pour avoir créé l'association qui a défendu Lucien Prat à son époque dans le cadre de la légitime défense, avec comme avocat qui était très réputé au niveau national, Maître Garot, et Dieu sait si j'ai vécu ces périodes-là, et la légitime défense est effectivement, je dirais pas au niveau juridique. Au niveau de la loi, c'est précis. La légitime défense, il faut effectivement qu'on soit agressé et que dans le cadre de l'agression, en particulier et chez soi, c'est-à-dire dans ses locaux et tout, la légitime défense est effectivement bien précisée au niveau de la loi. Mais la légitime défense dans la tête, c'est quoi par rapport aux gens? C'est une forme de protection, c'est une forme peut-être de colère, d'excitation à un moment donné, etc., etc., etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en résultat, pour la personne qu'on peut accuser d'avoir tué un jeune, et c'est dramatique, c'est vrai que c'est dramatique, qu'on peut accuser d'avoir tué un jeune, pour cette personne-là, qui n'avait pas cette vocation, mais qui a fait cette légitime défense, peu importe si la personne avait le dos tourné, partait en courant, donc il risquait plus rien. Mais dans le cas d'hésitation, je peux vous dire que ça reste un drame terrible, que moi, pour avoir été et être ami particulièrement avec Lucien Prat, je peux vous dire qu'il en a toujours, qu'il en rêve toujours, que ça lui a mis un point chez lui par rapport au parcours qu'il avait eu. C'est vraiment le trou noir, le trou qui ne voudrait pas vivre, qui ne veut plus vivre, qui ne voudrait plus jamais recommencer, mais qui reste marqué. Donc c'est pas gratuit. Quand on entend parfois ceux qui défendent un petit peu les braqueurs, etc., etc., se plaindre, dire il n'aurait pas dû tuer, il partait, il avait une arme factice, il avait ceci, il avait cela. Oui, d'accord. Mais il ne pense pas que la personne a fait ça par le plaisir. C'était pas les parachutistes, la guerre où on peut tirer sur n'importe qui, où il n'y a pas de procès. Là, où est la légitime défense? Il y a des gens qui sont en face, ils n'ont rien fait. On les tue quand même. Donc il y a un problème de société, il y a un problème. Mais je comprends que les gens qui travaillent très dur, qui ont du mal à faire les fins de mois, qui se font voler leurs biens, leurs biens, c'est les leurs qu'ils ont travaillé, transpiré, qui se les font voler par des gens qui ont décidé de vivre comme ça, la facilité d'aller prendre chez quelque chose. Je comprends qu'il y ait une égalité entre la légitime défense de son corps et la légitime défense de son bien. Il y a ça qui est dedans. Et puis, je conclurai là-dedans en disant que quand même, il faudrait, si il y a une certaine facilité, on peut dire, s'il y a une certaine laisser-aller, quand on s'aperçoit les aternements de la justice, parce que les prisons sont pleines, parce que il y a des tas de solutions, parce que telle ou telle personne a vécu d'une certaine façon, et que si ça permet les excuses, si ça permet pas aux citoyens d'être protégés, ces gens-là, je vois pas pourquoi, au lieu de travailler, au lieu d'en baver un petit peu pour aller au boulot, pour gagner de l'argent, pourquoi pas aller le voler? Ça sera plus simple. Si on risque rien, autant plus aller le prendre chez quelqu'un. Merci, donne-moi la caisse, puis comme ça, je peux vivre, quoi. Alors,
tout ça, analysé, se comprend. Je n'entérine pas. Là. Dans le cadre de la légitime défense, ça aurait été intéressant que la personne puisse être blessée. Vous savez, dans l'affaire Pratt, il y en a eu deux. L'affaire Pratt, juste pour rappeler aux gens qui ne la connaîtraient pas, c'était dans les années 90. Ce restaurateur qui a été cambriolé, qui a tiré sur l'un de ses cambrioleurs et qui l'a tué également, donc qui est très proche finalement de l'affaire de Nice. Oui, il a tué ce cambrioleur et encore, le gros problème de la légitime défense, c'est qu'il a tué ce voleur qui était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Le problème, c'est qu'il a tiré à travers une vitre martelée. Il a tué malheureusement, cette personne-là, ce jeune, a pris une décharge dans l'estomac de fusil. Hein. Bon, ça là, il est mort. Et la légitime défense n'a pas été reconnue alors qu'il était en train d'essayer, il avait arrêté la sonnette, il était en train d'essayer d'ouvrir la porte, mais il n'était pas rentré dans le local. Donc vous voyez où c'est qu'on est, mais la peur de la personne seule, un peu à l'extérieur, là c'était le cas, la peur de la personne a fait que ça. Ce qui a été plus grave et que la légitime défense n'a vraiment pas été retenue et sur lesquels la justice s'est, je dirais pas acharnée, mais a essayé d'expliquer à M. Pratt qu'il avait été excessif, c'était un chasseur, c'était quelqu'un, mais c'était surtout un homme très social. C'était un homme qui faisait beaucoup, les personnes qui décédaient, qui n'avaient pas de famille, il les accompagnait, il faisait. Donc, et c'était un sapeur-pompier, c'était un responsable des pompiers. Donc c'était quelqu'un qui avait un parcours moral, un parcours honnête, un parcours un peu. Mais bon, la peur, seul, tout ça, la famille, derrière, les enfants, tout ça, il était chasseur, il avait un fusil à tirer. La gravité, c'est qu'il a tiré, effectivement, sur le deuxième qui partait, qui s'enfuyait, qui était sur la nationale en face, pour ceux qui connaissent où est à Chauffaillé, à la sortie de Chauffaillé, où est ce café, qui n'est plus un café maintenant, puisqu'il vient de prendre sa retraite. Il a arrêté. Donc, il a tiré et effectivement, il l'a quand même blessé. Il l'a blessé au cou. Ça aurait pu être plus grave. Ce n'a pas été le cas. Donc, la légitime défense n'a pas été retenue, même au niveau de la justice, mais grâce au soutien de la population, M. Pratt n'a pas fait de prison. Justement, ces affaires de soutien, c'est ce qui est commun à ces deux affaires de Chauffaillé et de Nice, c'est qu'il y a une mobilisation impressionnante des artisans notamment et des commerçants derrière ces deux personnes qui sont impliquées dans ces affaires-là. C'est un monde qui se serre les coudes aussi parce que tout le monde est conscient de cette insécurité, de cette peur qui relie un petit peu les commerçants aujourd'hui, même dans les Hautes-Alpes. Je crois que personne ne... Vous savez, on voit tous les soirs des reportages sur les télévisions, sur les chaînes concernant le travail de la police, de la gendarmerie. Quand vous voyez les jeunes qui ont fait des cambriolages, qui sont arrêtés, de la façon dont ils répondent, la façon dont ils s'en foutent, la façon où il y a même pas un regard quelconque de pitié quand ils ont fait une bêtise et tout, je crois que les gens, à force de voir ça, et je crois que je vous le répète, tous les gens qui travaillent, qui ont du mal à acquérir quelque chose, qui doivent payer leurs impôts, qu'on embête tous les jours pour des histoires, n'importe quoi, ils vont se prendre un PV, on va leur prendre la voiture, on va, à peine on a dit une petite bêtise, on a fait une petite bêtise, vous avez la police, la gendarmerie derrière. Effectivement, il y a une disproportion entre ce monde-là où on veut faire une justice de réparation. On dit ce jeune, s'il a fait ça, c'est qu'il est malheureux, c'est que la famille l'a mal élevé, on va essayer de l'aider. Et d'un autre côté, vous avez vous, on ne vous demande rien. Il a été agressé, tant mieux, il n'est pas mort. Putain, on a de la chance. Mais inversons simplement le problème et mettons-nous dans la tête, et Dieu sait si ça s'est passé, nous avons vu la bijoutière et son mari, mettons-nous dans la tête, après tout, qu'est-ce qu'on dit sur le jeune qui a tué le bijoutier ? Le bijoutier, il est mort, la famille, elle s'en va tranquillement, partez, et puis encore, vous pouvez l'enterrer parce que vous avez des sous, moi, non. Ben, les gens ont effectivement marre de ça et disent fortement, sans vouloir. Je ne crois pas qu'ils se battent contre la légitime défense. Ils disent simplement, écoutez, ce bijoutier, on les a menés à fou. Peut-être que vous ne faites pas votre travail, parce qu'il y a peut-être du travail avant à faire. Je comprends qu'on doit sécuriser au mieux ces commerces où on a tendance. Il faut essayer de les sécuriser. Faut-il encore qu'on donne l'occasion, parce qu'il y a des gens qui sont à la limite. Alors on dit bijoutier, il est riche. Attendez, je connais des bijoutiers qui sont en fin de mois à la limite. Leurs bijoux, c'est pas forcément les leurs, etc., etc. Donc, on leur dit, il faut sécuriser. J'ai des histoires que je connais bien, parce que je connaissais un bijoutier, on avait, en tant qu'adhérent, quand il y a eu l'affaire Pratt, un bijoutier, qui était le trésorier d'ailleurs de notre association. Ce bijoutier-là, on l'obligeait à mettre des sécurités, on l'obligeait à mettre des trucs, il n'arrivait même pas à les payer. Bon, finalement, il a mis des tas de sécurité, puis un jour, ils sont passés par le mur. Alors, on avait oublié le mur.
Bon, voilà, tout ça. Alors, il y a une exaspération. La réponse de l'exaspération, c'est des gens de se dire, écoutez, trouvez des solutions. On n'a pas envie de tuer, c'est la légitime défense, ça ne veut pas dire tous les gens qui descendent dans la rue, il a bien fait de tuer ce con de jeune. Non, je crois qu'on n'en est pas là. On en est dans l'exaspération des gens qui se font voler sans qu'on puisse, disons, faire attention à eux et dire, c'est vrai, c'est pas normal qu'on vous vole, etc., etc. Donc les gens ont peur, ont vraiment peur. Et puis, la société, on le voit bien, une certaine jeunesse, je ne sais pas laquelle, une certaine jeunesse a une facilité extraordinaire de tirer des coups de feu, de tirer au pistolet, à l'extrême, voilà, c'est devenu un acquis. Hein. Allez, on s'en fout, paf, on tire pour pas se faire reconnaître, pour pas aller en prison. On tue de toute façon, même si on se fait attraper, on aura de la prison, on en aura un peu plus, mais après tout... Voilà. Alors, si je le tue, ben, il ne me reconnaît pas, et puis ça va. Alors, bon, voilà. Il y a cette forme d'expansion. Alors, il faut mettre en place des systèmes, d'accord. Il faut éviter. Je crois que c'est au pouvoir d'éviter qu'il y ait de la légitime défense, que les gens disent, ben, écoute, lui... Puis bon, suivant comment ça se passe, hein, je veux dire, le bijoutier, vous savez, le malheur qu'il a eu, c'est qu'au moment où il recevait le coup, s'il avait donné un coup de pistolet, hein, s'il avait tué le jeune, là, au moment où il recevait les coups dans le commerce, eh ben, il y avait la légitime défense, il n'y avait pas de problème. Alors pour changer de sujet, pour revenir un petit peu plus dans les Hautes-Alpes, au niveau de la Chambre de métier et de l'artisanat, on parlait du BTP juste avant. Au niveau de l'artisanat, j'imagine que la situation est compliquée aussi, qu'il faut accompagner les artisans dans ces nouvelles situations économiques, à s'en sortir, à trouver des solutions pour arriver justement à dépasser cette crise dans les Hautes-Alpes, puisque les Hautes-Alpes sont de plus en plus touchées aussi par cette crise économique qui arrive dans le département. Voilà, les Hautes-Alpes sont comme à l'accoutumée, dans le cadre des crises économiques, subissent effectivement l'ensemble de ces crises, aussi bien la reprise de l'économie comme la perte de l'économie, le subissent toujours avec un décalage d'une année ou 2 années, voire. Donc à l'heure actuelle, nous sommes effectivement dans la crise de ces restrictions économiques dans tous les domaines. Nous sommes dans la crise puisque sur les 250 professions du secteur de l'artisanat, il y a des professions qui sont excessivement touchées par la crise, dont on ne parle pas d'eux. Par exemple, le type d'activités qui disparaissent dans par les exemple, Hautes-Alpes. c'est toutes les petites activités qui sont des activités de services, de prestations. Par exemple, les activités de coiffure, certaines activités de coiffure, surtout chez la dame, je parle de ça parce que je connais bien cette profession, sont dans de grandes difficultés parce que il y a des restrictions. La clientèle, au lieu de venir toutes les semaines comme elle faisait avant, viennent tous les mois. Disons qu'on a moins la nécessité de... Donc, dès les crises économiques, c'est une forme de clientèle parce qu'on peut se passer de ça, c'est vrai, on peut s'en passer. Donc, c'est effectivement, dans des départements comme le nôtre où c'est très fidélisé, ça a effectivement des conséquences importantes puisque vous le savez bien, le président Renouf le dit, mais c'est encore pire dans le bâtiment. Vous savez bien qu'il faut prévoir, quand on n'a pas la clientèle ou quand on n'a pas les commandes, il faut pouvoir retenir le coup pour essayer d'avoir la clientèle, essayer d'avoir les demandes. Et il y a ces passages mensuels. Les impôts, la fiscalité, le social n'attend pas. Ça tombe tous les mois, etc. La clientèle ne tombe pas tous les mois. Donc il faut... Il faut serrer les coudes. Faut serrer un peu. D'ailleurs, c'est pour ça que le secteur de l'artisanat résiste mieux que tout autre secteur. Vous savez, une grande industrie, quand ça ne va pas, elle licencie. Bien. L'artisanat ne peut pas parce qu'ils n'ont pratiquement pas de salariés. Bon, la grande entreprise licencie, et puis quand elle voit qu'après le licenciement, elle n'arrive pas non plus à récupérer, elle ferme la boîte. Et puis, qui va, ce sera peut-être un pays étranger qui achète l'artisanat, lui. Il faut qu'il tienne le coup et qu'il reste en place de toute façon. Il serre la ceinture, il mange moins, il se déplace moins, il va se priver de lui-même, ses enfants, sa famille, il va se priver de partout pour essayer d'avoir le moins de dépenses possible. Donc, dans sa vie privée et dans sa vie active, il va faire ça pour pouvoir passer le coup. Donc ça permet à beaucoup d'artisans d'être dans des situations difficiles. Ça fait que les artisans sont dans des situations difficiles, aussi bien familialement tout. Ils tiennent le coup et quand la relance arrive, ils repartent. Justement, est-ce qu'on la voit cette relance dans le département ? Alors, on a une bonne nouvelle ce matin par rapport au secteur au secteur de la construction, sur la rénovation, par rapport aux aménagements concernant les économies d'énergie et tout.
par rapport à une mise en place de certaines subventions, jusqu'à 80%, je rappelle, dans le cadre des isolations, dans le cadre des murs, etc., et de rénovations qui peuvent être faites concernant tout l'ensemble des économies d'énergie qui se peuvent faire. Donc c'est lancé, je crois, tout à l'heure à Arras, à travers le ministre, où un ensemble d'aides sont apportées par l'État. Alors là, je pense que ça permettra à quelques petites entreprises, et certainement, et particulièrement au secteur de l'artisanat, l'entreprise industrielle, ce n'est pas le cas du bâtiment. Mais la petite entreprise artisanale risque d'avoir des marchés par rapport à ces subventions qui sont données aux professionnels, qui sont données, je veux dire, aux consommateurs, hein, à ceux qui ont des locaux à rénover, etc., ou des appartements à rénover. Donc, à travers les aides qu'ils peuvent avoir et tout, ça risque effectivement de relancer toute une partie d'activité du bâtiment. Alors, c'est ce que je vois le plus pour le moment. Par contre, bon, le Premier ministre a annoncé que le gel des impôts, c'était pas pour 2014, mais c'était 2015. Là, ça commence parce que 2014, on le voyait arriver. Avec le décalage, en 2015, ça aurait été c'est bon pour nous. Mais si c'est qu'en 2015, effectivement, on va se retrouver dans une situation. Ça va être compliqué l'année prochaine. Et puis, vous savez que la bête noire, effectivement, est une forme de concurrence déloyale par rapport à certains statuts qui sont mis en place. Les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, pour les si vous citer. voulez, dans les auto-entrepreneurs, il y a de bonnes, dans le statut d'auto-entrepreneur, il y a de bonnes choses. Mais en réalité, les bonnes choses sont très peu exploitées dans le statut d'auto-entrepreneur, mais toutes les dérives et toutes les mauvaises choses, ça, elles sont complètement exploitées. Vous dites à quelqu'un, vous prenez ce statut, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Hein, et vous allez en gagner beaucoup si vous déclarez pas tout, vous avez toutes les possibilités du monde. Ça grève, ça, pour le coup, le développement des artisans locaux. Écoutez, et ça, quand il y a un travail de maçonnerie, ou qu'il y a un travail de plomberie, ou l'autre il est auto-entrepreneur, logiquement l'auto-entrepreneur, de fait qu'il n'a pas de charge, qu'il n'a pas de TVA, qu'il n'a pratiquement pas de déclaration, qu'il est tranquille, doit et devrait, parce que je demande aux consommateurs de bien vérifier. Un auto-entrepreneur vous dit ça, faites faire des devis, demandez s'il a la décennale, demandez un tas de choses, s'il est bien couvert, la personne en question. Parce que les gens regardent un peu le prix au départ. Oh pétard, j'ai que 1 000 € là, alors que c'est 2 000 chez l'autre. Bon, peut-être que là, c'est une différence un peu trop importante. D'accord. Mais il faut bien regarder le produit qui correspond. À quoi il correspond? L'assurance de l'artisan, qui a d'abord la qualification, la qualité, qui est suivie, qui a des caisses de recours quand il y a des problèmes, qui a la décennale, etc. Donc, qui va assurer ses travaux sans problème. Et puis, l'auto-entrepreneur, qui du jour au lendemain ferme son statut, pas quand même l'oublier, et le particulier qui aura envie de poursuivre l'auto-entrepreneur pour récupérer quelque chose, ben peu cher, il sera parti je ne sais pas où. Donc, mais en attendant, du fait de la structure économique et des difficultés économiques, énormément de gens, pour ne pas déclarer, pour ne pas faire ci, pour passer de main à la main, en croyant que c'est mieux, vont acheter eux-mêmes leur propre matériel et utilisent un auto-entrepreneur, un type qui s'est mis auto-entrepreneur, mais il est travailleur au noir. Il est auto-entrepreneur, c'est du gendarme parce que ce que vous faites là, je fais un mur. Vous avez, avant on demandait, vous êtes inscrit à la chambre de métier, vous êtes là-bas. Non, bon, il était poursuivi, il allait au tribunal. Maintenant, vous passez, le type, il a sa carte d'auto-entrepreneur, il ne paye rien. Il fait simplement sa demande, il s'inscrit, il a une carte d'auto-entrepreneur, il est en règle.